Du coup, il y a Greenpeace, monsieur avec le crâne rasé et des petites dreads qui essaye de parler à des gens. Je crois qu'il parle à un mec bourré en fait. Tu sais, c'est un des gars qu'on voit souvent. Je me rappelle une fois, j'étais sorti d'un magasin de lingerie et je t'attendais, il était la fin d'après-midi. Et, et quand je suis sorti, il est venu me parler, il m'a texté une cigarette. Il m'a dit hey, coquine, t'es un coquin toi. Et c'est le même mec, les yeux rouges. J'ai jamais vu ça de ma vie, je crois. Bon, le soleil passe derrière les buildings. J'entends des rires. Il y a un couple de gens habillés qui viennent t'envoyer paître du revers de la main. Là, c'est un peu la sortie des cours ou la pause. Alors, je sais pas trop ce que viennent faire les gens. Il y a un vendeur du Foot Locker qui nous regarde en rigolant. Il a l'air très gentil. Je vois un avion qui passe dans le ciel. Ça me rappelle un peu quand je partais en Chine et que je disais Italo Calvino. Je me rappelle d'une ville que j'avais visitée. Où en fait il n'y avait pas de bâtiment et simplement c'était un peu comme les circuits de train que tu as quand tu es petit. C'était un ensemble de voies ferrées. Où en fait chaque wagon correspondait à une maison et les gens vivaient dans les wagons. Donc ils étaient tous voisins. Il y avait des commerces, des trains de commerce, des trains d'habitation, des trains de loisirs. Et en fait ils se croisaient tout le temps. Et donc, en fonction des heures de la journée et des horaires de passage, tu pouvais faire tes courses, aller à la piscine, parler avec ton voisin, aller travailler. Évidemment, le wagon du travail, c'était le plus... le train du travail, c'était le plus grand. Mais en fait, on pouvait vivre que de construction mécanique, malgré qu'ils pouvaient entretenir des serres dans certains wagons. C'était pas une ville futuriste, c'était plutôt quelque chose des temps modernes où on n'a pas les moyens non plus de recréer des environnements complets. Du coup, les gens vivaient comme ça, comme s'ils avaient besoin de rien et formaient des lacets. C'était interminable, c'était un peu comme tourner en rond à l'infini. Et sans jamais pouvoir quitter cet endroit et être tout le temps en mouvement et pourtant en restant sur place. Ça laissait assez perplexe. Je vois une dame en veste magenta qui nous regarde. Elle avait l'air très interloquée, tandis qu'une autre en Citroën C3, blonde, veste noire, lunettes de soleil rouge, essaye d'écraser une fille de Greenpeace. Ah, il y a une très jolie mamie en veste rose à fleurs à l'anglaise, à l'ancienne, qui, je crois, fait le tour pour aller à l'église. Je pense que l'église ne devrait pas tarder à sonner. Il y a un mec devant un mur qui a l'air à la fois détendu et un peu alerte en même temps, main dans la poche, jambes croisées, debout, droit comme un i. Dans sa main gauche, il tient un livre, il est en train de lire. Il a l'air complètement absorbé. Il n'a rien à faire de nous. C'est assez drôle parce que 5 mètres plus loin, il y a un magasin avec la vitrine ouverte où les gens font la queue. Ils ont aussi des livres dans les mains, mais eux, ils n'ont pas du tout l'air détendus. En fait, ils attendent, ils nous regardent. C'est assez drôle. Les deux côte à côte qui ont la même posture alors qu'il y en a qui sont complètement dans la nervosité et l'instant et l'autre qui est plutôt dans la contemplation et la temporalité.
D'ailleurs, en parlant de Calvino, je me rappelle qu'un des passages les plus que j'avais préféré des villes utopiques, c'était un jour en fait Marco Polo arrive dans un village de l'empire de Gengis Khan. C'est lui qui raconte ça à l'empereur. Il arrive dans une ville où en fait il n'y a que des tuyaux et de l'eau qui coule tout le temps. Et il n'y a que des femmes qui vivent dans cette ville. Et l'eau coule sur elles continuellement. Et en fait c'est comme si leur vie se résumait à juste se laver tout le temps. Et c'était un peu perturbant parce que c'était très facile d'imaginer et en même temps c'est complètement impossible cette manière de concevoir l'espace vu qu'il y avait des étages et pourtant il n'y avait pas de mur ou de sol. Ça m'avait inspiré un boulot à partir justement d'une des villes où il va. En fait les gens vivent dans des maisons puis les détruisent, mais à chaque fois qu'ils détruisent un bâtiment, ils marquent les relations des bâtiments avec des fils tendus. C'est-à-dire que les relations familiales, les relations de voisinage, les différents états et statuts des bâtiments, qui sont administratifs ou pas. Donc la ville se déplace tout en étant détruite et en fait à chaque fois qu'elle se déplace, il reste derrière une trace. Et c'est qu'une trace, c'est quasiment un schéma, mais qui est juste fait de fils tendus, comme une espèce de tissage dans l'espace. J'ai trouvé ça vachement bien, ça m'a rappelé un peu le boulot que faisait Patrick et Olive Martin, qui travaillaient aussi avec des métiers à tisser, et en fait qui parlent de langage et d'espace public. Et je m'étais dit qu'il y avait peut-être un peu un truc à faire comme ça, avec des fils sur la relation, vu que j'aime bien les nœuds. À force de réfléchir à ça, je m'étais dit en fait ce qui est intéressant dans le nœud, c'est pas tant d'arriver à le dénouer, ça on s'en fout, il n'y a pas de mérite à le faire, il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de défi à relever. Mais simplement que quand tu fais cet exercice-là, il y a une manière de réfléchir qui se met en place, un peu comme de la sculpture. Quand tu fais de la sculpture sur pierre, il faut penser à l'envers parce que tu enlèves de la matière au lieu d'en rajouter. Donc tu fais forcément une espèce de gymnastique de pensée dont tu n'as pas l'habitude. Et en fait, dénouer des nœuds, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut, alors que tu comprends pas trop ce que tu as devant toi, surtout quand les nœuds sont compliqués, il faut faire le chemin qui va t'amener à la résolution du problème avant même de commencer. Et c'est ça qui est un peu intriguant, parce qu'une fois que tu as défait le nœud, en fait c'est fini, tout le plaisir s'en va, il n'y a pas d'accomplissement, c'est même l'inverse, c'est la frustration, il faut refaire un nœud pour recommencer. Et bon, du coup, je pense à ça, mais je sais pas trop ce que ça peut donner en termes d'expérience, simplement. Il n'y a même pas besoin de connaître des nœuds marins ou des choses comme ça, c'est bien parce qu'il y a une espèce de procédure mathématique, une logique, un raisonnement, mais en fait là c'est plus... il n'y a pas besoin d'expérience logique ou de raisonnement pour défaire un nœud. C'est une expérience physique, c'est un peu une dimension analytique, mais dans l'instinct, quoi. C'est un peu comme une analyse interprétative que tu peux avoir de quelque chose que tu vois ou que tu ressens. Sauf que là, ça passe au travers de ton corps, ça descend de ton cerveau jusque dans tes bras, jusque dans tes mains, puis au bout de tes doigts voilà, en fait, c'est comme tirer une aiguille d'une botte de foin. Et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que tout est projeté en un point très précis, focalise complètement ton attention et en même temps, tu n'as absolument pas besoin de penser pour le faire. Simplement, c'est chercher et un peu comme quand tu essayes de faire du dessin d'après un modèle vivant, il y a pas... Trouver n'a absolument aucun intérêt, c'est chercher qui donne une espèce de dimension dessinée, sinon autant faire du Illustrator, quoi. Mais bon, après j'ai un peu abandonné cette histoire de nœud, ça reste une sorte de plaisir mystérieux qui n'a pas vraiment lieu d'être. Donc bon. Tiens, c'est un peu drôle, là on a 5 personnes qui nous regardent en même temps. 5 personnes extrêmement différentes. 13 collées rousses, 13.
manteau à pied de poule, vieille, jeune, blonde, cheveux blancs, basket blanche, rose. Ah, le mec qui était en train de lire un livre tient le livre à deux mains maintenant. Il est posé contre un mur. Et les personnes qui faisaient l'attente au magasin sont en train de parler avec un très grand monsieur costume cravate. C'est un peu drôle parce que des vendeurs aux élèves de collège, tout le monde a cette espèce de coupe rasée sur les côtés avec des cheveux longs sur le dessus. Alors, si tu regardes les photos d'archives des régimes politiques, on va dire, du XXe siècle, la plupart des gens qui portaient cette coupe, il y en avait très très peu, c'était soit des militaires, soit des dictateurs. C'est marrant comme aujourd'hui tout le monde se fait la coupe de Mao Tse-tung ou de Hitler. J'ai l'impression que personne ne se rend compte de ça. Je trouve ça assez terrifiant. Que la mode en soit venue à reprendre des codes militaires. Déjà qu'on utilise des technologies qui sont issues de la militarisation. Mais le fait qu'on en vienne à vouloir ressembler physiquement à des militaires, c'est un peu inquiétant. Surtout dans un pays qui revendique les droits de l'homme, la liberté, qui a une histoire d'échange culturel et de tolérance, qui a formé toute sa culture. Qu'on soit capable comme ça de récupérer sans y penser ce qui touche au code visuel de l'autoritarisme. Je pense que c'est là où quelque chose commence à se perdre véritablement dès le début, quoi. Dès la jeunesse. Il y a un petit vieux, il est trop drôle. Il aurait un peu plus de cheveux, on dirait le professeur Tournesol. Un grand caban kaki, une petite canne, un petit béret et des petites lunettes. On dirait un personnage de BD qui se balade au milieu des gens normaux, entre guillemets. Dans la ville de la BD, c'est un peu drôle. Surtout à un endroit où... C'est un des seuls endroits où on n'a aucun point de vue sur un mur peint. C'est drôle comme phrase d'accroche, 2 minutes pour faire respirer la planète. Comme si elle avait besoin de respirer que 2 minutes ou qu'on avait le temps de s'arrêter de respirer. Ça fait même rire le mec qui est en train de lire son bouquin. Ça devient un peu difficile de décrire les gens qui passent parce que j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui passent. Tout le monde est un peu habillé pareil, tout le monde regarde avec le même air interloqué. Et assez étonnamment, personne n'essaie de prendre de photos ou quoi que ce soit. Il y a un truc un peu sérieux qui se passe, mais 3 mètres plus loin, ils ont oublié, quoi. Ah, je crois que j'ai vu quelqu'un qu'on connaissait. Ah, je crois qu'il y a le premier enfant qu'on voit. Lui, il a un regard différent. Je pense que dans 3 minutes, il a oublié aussi. Moi, j'ai déjà donné à quelqu'un qui m'en dit tout à l'heure. Et je vois que la petite boulangerie est ouverte. Qu'il y a encore des gens à cette heure-là qui achètent des viennoiseries. Les nuages ont complètement recouvert le soleil. Ça donne une espèce d'ambiance étrange. J'ai l'impression que c'est comme si tout commençait à être désolé ou esselé. Comme si on était dans un espace clos qui petit à petit se viderait de sa présence.
l'autre fois je lisais les contes des trois princes de Serendip. Et bon, ça apprend pas grand-chose sur la culture perse, même si tout paraît presque fantastique, tellement c'est luxuriant et ça décrit que des environnements très riches, parce que la plupart des choses se passent dans des palais. Et c'est des palais de très grands empereurs, où les noms de ces empires et des pays sont complètement inventés et imaginaires. Alors peut-être que ça a existé, de ne pas savoir, c'est aussi un peu intriguant, ça fait un peu partie du jeu, mais à un moment, il y a l'empereur, le plus grand empereur du monde, qui est marié à une très rencontre les trois princes de Serendip, et en fait sa femme vient d'avoir un accident et elle meurt. Et il est tellement attristé que ça se ressent dans tout l'Empire, sa manière de gouverner. C'est comme si le bien-être de l'empereur influait sur le bien-être de tout son peuple. Alors que bon, c'est pas une question qu'il s'occupe plus des affaires du peuple ou qu'il instaure plus de loi ou qu'il y a une famine ou quoi que ce soit. Ça n'a pas de conséquences directes. Mais simplement, c'est comme si, vu qu'il est la représentation du peuple, si lui va mal, le pays va mal. Et donc les trois princes arrivent, et vu qu'ils sont tous les trois très intelligents, et très aimables, et très bien éduqués, qui connaissent très bien l'étiquette et la courtoisie, ils se font très aimer de l'empereur, qui vient leur demander conseil sur qu'est-ce qu'il doit faire maintenant pour diriger son empire, alors que tout ce qu'il a envie de faire, c'est mourir pour rejoindre sa femme qui est morte. Et c'est un peu étrange parce qu'il y a un truc hyper matérialiste, c'est-à-dire que les trois princes que tu connais d'abord par le fait qu'ils sont capables, par l'intelligence et la puissance de leur analyse et de leur logique, de connaître des choses qu'ils n'ont jamais vues. À chaque fois qu'on leur pose un problème, ils proposent une solution qui ne revêt pas du tout cet aspect-là, mais qui est purement matérialiste. Et donc ce qu'ils proposent à l'empereur, c'est de construire 8 palais, les plus magnifiques palais qui soient, 8 palais différents, aux architectures différentes, aux ambiances différentes, à la géographie différente. Donc de construire les 8 plus beaux palais qui aient jamais existé, et de faire venir 8 princesses et 8 conteurs, 8 romanciers, on va dire, et de passer une nuit dans chaque palais pendant 8 jours. Et bon, c'est un peu intriguant au début, on se demande ce qui va se passer. En fait, c'est juste une succession de... Donc l'empereur accepte, vu l'urgence de la situation, les architectes royaux se donnent corps et âme à la tâche, et tout est terminé très très rapidement. Et donc il commence un peu cette espèce qui ressemble à un pèlerinage, alors qu'en fait c'est dans l'enceinte du palais royal. C'est juste un peu à côté, le terrain est tellement immense qu'ils avaient la place de construire 8 autres palais. Et donc à chaque fois il rencontre une princesse, puis il est très très peu dit des femmes. Il doit y avoir 2-3 personnages féminins importants dans toutes les nouvelles et toutes les histoires qui sont racontées. Là, les 8 princesses, en gros, l'empereur arrive, il s'assoit avec elle, il est très maussade au début. Et puis il parle pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, jamais beaucoup plus. Tout ça pour ensuite, les seules descriptions qu'il y a, ça dure 5 lignes, c'est sa conversation était très plaisante, et ils s'entretenirent de belles choses. Et voilà, et c'est tout quoi. Et puis après, il fait venir le nouvelliste, le conteur, qui là lui raconte une histoire. Et c'est un peu intéressant parce que en fait, c'est des histoires dans les histoires. Ça va pas non plus très très loin, mais en fait, il y a l'histoire générale du bouquin, puis les témoins qui racontent l'histoire, des princes qui racontent l'histoire de cet empereur à qui on va raconter des histoires. Et donc c'est un peu drôle parce que
Parce que finalement, on abandonne un peu toute cette espèce d'enchantement ou d'éblouissement qu'il y avait dans la brillance des trois princes qui illuminaient un peu de leur sagesse, alors qu'ils sont tous les trois très très jeunes, hein, qui illuminaient un peu de leur sagesse le monde qui les entourait. Alors qu'ils étaient censés le découvrir, finalement, c'est eux qui le révèlent d'une manière inattendue, mais toujours très très juste. Et en fait, il y a un truc presque de la déception, mais pourtant les histoires qui sont racontées sont très drôles. Il y en a une, enfin elles sont drôles ou dramatiques d'ailleurs, mais il y a toujours une morale, mais c'est presque toujours la même morale. C'est que voilà, l'honneur triomphe, le mérite est important. Du coup, c'est un peu redondant, malgré que les situations changent. Puis finalement, il y a une espèce de répétition qui se met en place. Le seul truc un peu intriguant, enfin, qui détonne un peu dans les 8 contes qui sont racontés au fur et à mesure que l'empereur traverse les palais, c'est une histoire avec un singe. En fait, le singe n'a pas trop d'importance, mais donc on raconte à l'empereur l'histoire d'un empereur qui cherche une femme et qui ne trouve jamais. C'est le fils de l'empereur, qui a un très beau parti évidemment, mais dont le père ne souhaite pas lui imposer de mariage parce qu'ils vivent dans le bien et que donc il n'a pas besoin d'une alliance particulière, vu que ça fonctionne un peu comme au Moyen-Âge avec le système de dot, c'est-à-dire que la femme doit doter le mari d'une partie de ses possessions et vice-versa pour former une alliance, et donc la plupart des mariages en fait sont des mariages de convenance. Mais bon, l'empereur lui veut pas imposer ça à son fils, ils en ont pas besoin, ils sont empereurs et princes, donc ils s'en foutent un peu. Et du coup, beaucoup de demandes sont faites au prince, et puis le prince ne trouve jamais chaussure à son pied, et un jour il tombe sur... lui, il est très très bon à l'arc, et en fait, toutes les princesses qu'il a rejetées, elles ne l'intéressent pas spécialement, il lui cherche quelqu'un d'un peu plus aventureux et avec une personnalité un peu plus forte. Et en fait, il entend parler de la fille du vizir, donc, qui est un peu un rang social en dessous, mais qui apparemment aime beaucoup partir chasser. Et donc, grâce à la servante de cette noble jeune fille, il sait où est-ce qu'elle va aller chasser, et donc il la suit. Et il s'aperçoit qu'effectivement, elle tire à l'arbalète et qu'elle est incroyablement précise. Et qu'elle fait des très jolis coups, et qu'en plus elle est très belle, et donc il commence à tomber amoureux d'elle. Alors l'amour va très très vite dans la romance perse, c'est-à-dire qu'à peu près en 10 minutes, ils sont prêts à se jurer fidélité jusqu'à ce que la mort s'en suive. C'est un peu étonnant. Mais en fait, je crois que c'est parce que c'est pas là que se passe vraiment le propos de ces aventures, mais vu que les morales se ressemblent un peu toutes, c'est vrai que des fois les développements laissent un peu à désirer. Mais alors ce prince tombe amoureux de cette jeune fille, et en fait il va, plutôt que d'être complètement sincère, il va plutôt tomber dans une espèce de jeu de challenge. Ça va se passer, comment dire, il y déclare plus ou moins sa flamme, mais au fur et à mesure d'entretiens, de discussions qu'il a avec elle, puis ils vont chasser ensemble au bout d'un moment. Et puis arrive le jour du mariage, et où la première requête de sa femme, c'est que sur la monnaie impériale, la tête du prince soit... Donc la tête du... Parce que Ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Que l'empereur meurt, donc le prince devient empereur, demande la fille du vizir en mariage. Le mariage a lieu, tout est incroyablement bien fait. Et la monnaie donc est frappée à l'effigie du prince, et la première requête de la nouvelle reine, c'est que son visage apparaisse aux côtés du sien. Et vu que c'est quelqu'un qui a beaucoup d'orgueil et de fierté, il pense en son âme et conscience qu'il ne peut pas accéder à une telle requête. Et donc ce qu'il fait, c'est que il la met au défi de tir à l'arc. Et si elle gagne, il lui accordera ce qu'elle demande. Donc, d'abord, il fait venir un bassin et éteindre la lumière. Et ils doivent tirer 3 flèches chacun dans le bassin. Donc lui, il tire ses 3 flèches dans le noir. On entend 3 fois le bruit de la flèche qui rentre dans l'eau.
Et la reine qui se trouve de l'autre côté tire à son tour 3 flèches et on n'entend qu'une seule flèche qui rentre dans l'eau. Les 2 autres flèches ne font aucun bruit. Et en fait, quand ils allument la lumière, les 3 flèches de la princesse sont plantées les unes dans les autres, exactement au même endroit. Donc le prince est vaincu, enfin le nouvel empereur est vaincu, mais bon, il pensait réussir son coup, et du coup il est un peu embêté et il se fait porter malade pour essayer un peu de détourner l'attention de la princesse qui, elle, est tout à fait aimante et donc va plutôt s'inquiéter du bien-être de son époux plutôt que de se faire imprimer sa tête sur des pièces de monnaie. Et pendant qu'il fait semblant d'être malade, l'empereur essaye de réfléchir à un autre stratagème. Et par chance, il entend, on lui rapporte que des licornes sont en train de détruire des villages dans son royaume. Et donc, il sort de la maladie au bout de 2 ou 3 jours, enfin de la fausse maladie. Et il décrète immédiatement qu'il faut aller chasser ces créatures qui tuent des gens et qui sont agressives. Et donc, il part avec une troupe et la reine vient avec lui, vu qu'elle est complètement capable de chasser. Et donc il amène un peu comme ça, de manière détournée, le fait que si cette fois elle arrive à le battre, à faire un meilleur coup que lui, c'est-à-dire à tirer mieux que lui, il voudra bien accéder à sa demande. Alors elle lui dit que c'est pas très honnête de sa part, vu qu'elle a déjà gagné, mais d'accord, elle veut bien relever le défi. Et donc le prince propose que le défi soit de faire d'une licorne mâle qu'elle devienne femelle et d'une licorne femelle qu'elle devienne mâle. Alors le prince commence, alors il tire une flèche sur la licorne mâle qui lui coupe le sexe, puis il tire tout de suite une deuxième flèche qui lui ouvre une ouverture béante qui ressemble au vagin d'une licorne femelle. Et il tire une troisième flèche pour planter une flèche dans le ventre de la licorne femelle pour que ça ressemble à un pénis. Donc il est très fier de lui et il se demande bien comment la reine va pouvoir faire mieux que lui. Et en fait la reine fait un truc tout simple, c'est qu'elle tire que 2 flèches. La première flèche coupe la corne de la licorne mâle, ce qui fait qu'elle ressemble à une licorne femelle, et la seconde flèche se plante sur le crâne de la licorne femelle, et donc elle a une corne comme une licorne mâle. Donc le prince est de nouveau vaincu, et il a tellement peur finalement d'être dépassé par l'intelligence et par l'adresse par sa nouvelle épouse que il décide de la jeter aux chiens. Ils ont une centaine de chiens qui dévorent les voleurs et les assassins lorsqu'ils sont condamnés à mort. Et donc il demande à un de ses gardes de l'emmener discrètement et de l'acheter aux chiens. Donc le garde l'emmène et de nuit la jette dans l'enclos des chiens, mais elle est tellement pleine de vertu et tellement aimable que les chiens refusent de la manger et au contraire se laissent caresser et sont très gentils avec elle. Et du coup, elle parvient à s'enfuir, elle court dans la forêt pendant des heures et elle se retrouve, elle tombe sur une petite cabane en fait elle tombe sur la petite cabane d'un paysan qui vit là tout seul dans la forêt, qui vit de la chasse et des choses comme ça. Et en fait, là on a une armée de chiens qui arrivent. Ta bouche, c'est qu'un poney. Laisse ta bouche, capture ta bouche. Capture. Donc là, parce qu'il y en a un qui faisait une connerie, il y a un des chiens qui est dressé pour dresser les autres. Celui qui était en train d'embêter, il y en a un autre qui est arrivé, il l'a attrapé par le collier, il l'a mis à terre tout de suite. J'ai jamais vu ça, c'est impressionnant. C'est une vraie meute, quoi. Et du coup, en parlant de meute de chiens, donc j'en étais au fait que donc cette meute de chiens refuse de manger la princesse, qui se retrouve donc en forêt avec le paysan qui la recueille et qui s'occupe d'elle comme sa fille pendant plusieurs semaines, qui la remet sur pied, et elle ment sur un peu sur ce qu'elle est, qui elle est, parce qu'elle dit pas qu'elle est, la reine ou l'impératrice.
Et du coup, elle se retrouve un peu à jouer le rôle d'une fille du commun. Et pendant ce temps-là, l'empereur, lui, se rend compte que, en fait, il regrette beaucoup d'avoir dû tuer sa femme, qui quand même était la seule personne qu'il ait jamais aimée. Et il est tellement accablé de chagrin qu'il commence à tomber malade et à aller très très mal. Et puis ces nouvelles-là parviennent aux oreilles du paysan qui le raconte donc à l'impératrice sans savoir que c'est l'impératrice. Et qui, elle, dans son infinie bonté, dit aux paysans mais je peux faire de vous un homme riche car je sais comment soigner l'empereur. Donc elle donne un processus aux paysans qui demandent audience à l'empereur en disant qu'il sait comment le soigner. L'empereur le reçoit, mais sans trop y croire. Et donc, c'est un peu drôle parce que ça ressemble à l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il lui dit de faire construire des palais et de vivre dedans pendant quelques temps, en bonne compagnie, avec des gens qu'il aime, à faire de la musique et des trucs comme ça. Et va regagner des forces et de la joie de vivre à force d'être en plaisante compagnie, d'être entouré de jolies femmes, de discuter avec des gens intelligents. Exactement comme l'empereur à qui on est en train de raconter cette histoire. Et donc il fait revenir une fois que c'est fini, donc au bout de plusieurs semaines, et qu'il a récupéré toute sa force et sa joie de vivre et sa capacité à gouverner. Il fait revenir le paysan et lui dit « Mais qui es-tu qui connaît le remède à mon mal ?» Et donc il lui dit « Mais c'est pas moi qui... c'est pas moi qui ai ce remède, c'est une jeune femme que j'ai trouvée dans la forêt. » Donc l'empereur lui dit « Mais fais-la venir, j'aimerais la remercier par moi-même. » Et en fait, donc, quand la femme arrive, il reconnaît évidemment son ancienne épouse. Il la reconnaît pas tout de suite d'ailleurs, mais il lui dit « C'est étonnant comme vous ressemblez à ma défunte épouse. » Elle lui dit mais que en fait c'est elle. Elle lui dit tout de suite que c'est elle et qu'elle n'est pas morte. Et qu'elle ne supportait pas l'idée, malgré... Elle avait bien compris que c'était le regret et la culpabilité qui l'avaient plongée dans le chagrin et qu'elle ne pouvait... elle lui avait pardonné et donc décidé de l'aider à soigner. C'est-à-dire que c'est la vertu de cette femme qui fait se rendre compte au nouvel empereur qu'il y a des choses plus importantes que son orgueil et le mérite. Donc évidemment après il accède à toutes ses requêtes, ils finissent par se remettre ensemble et ils célèbrent de nouveau un mariage. Le paysan, on lui donne un des palais qui a été construit pour soigner l'empereur. C'est la seule histoire qui contient des licornes et c'est vraiment la vision des licornes pré-moyenâgeuses. C'est-à-dire que là, elles sont des êtres intelligents mais agressifs qui voyagent en troupeau et qui attaquent les hommes et détruisent les habitations de l'homme. Mais du coup, c'est vrai que l'histoire des trois princes est complètement occultée pendant presque les trois quarts finalement du recueil. Eux, on apprend que très très peu de choses sur eux et quand cette histoire est terminée et que l'empereur a traversé les 8 palais, qu'on lui a raconté les 8 nouvelles, dont celle-là faisait partie, ils sont rappelés chez leur père qui les avait exilés pour qu'en fait ils apprennent le monde. Et c'est quasiment la fin de l'histoire, c'est-à-dire que dès qu'ils reviennent, il y en a un qui va se marier avec une des reines qu'ils ont aidées. Ça, c'était un peu drôle cette histoire, parce que là, il y avait vraiment un épisode fantastique, c'est-à-dire que quand ils arrivent dans le pays de cette impératrice, il y a une main qui surgit tous les soirs au-dessus de la mer, et qui est une main ouverte, et qui emmène quelqu'un tous les jours. Donc quelqu'un meurt tous les jours emporté par cette main dans l'océan. Mais en fait, l'élément de résolution est presque décevant parce que donc les trois princes arrivent, on leur montre cette main et il y a un des princes qui lève sa main et qui ne tend que 2 doigts et la main au-dessus de la mer replonge dans l'océan et reparaît plus jamais. En fait, une espèce
du proverbe, c'est-à-dire que la main tendue représente 5 hommes peuvent tenir le monde dans leurs mains et le prince répond en tendant 2 doigts que 2 hommes font très bien l'affaire. Il y a un truc un peu... Enfin, ouais, c'est une espèce de défi proverbial un peu raté, alors qu'il y a une mise en scène vraiment très très importante sur la gravité de la situation, qui au final est résolue, on a l'impression, en 1 minute et pour pas grand-chose, quoi. C'est un peu étrange. Mais bon, du coup, c'est avec l'aîné des 3 princes va se marier avec cette impératrice. Et puis après, c'est quasiment la fin des aventures, quoi. Donc finalement, c'est pour ça que tout se résume à la première partie de l'histoire, où ils sont dans le désert et où on comprend l'adresse de leur intellect par le fait qu'ils soient capables de décrire très précisément un chameau qu'ils n'ont jamais vu. Et bon, je pense qu'il y a, selon les traductions et les éditions, il y a potentiellement d'autres choses à comprendre, mais là je pense que c'est une des plus abouties et surtout des plus complètes, parce que pendant très longtemps on n'avait que la première partie, c'est-à-dire de l'histoire du chameau et du chamelier que les 3 princes, dont les 3 princes se moquent un petit peu, mais tout en étant très très habiles de l'esprit. Du coup c'est vrai que c'est un peu étonnant. Vous tenez les positions combien de temps? Il y a un monsieur en parka jaune qui nous demande de lui parler. Il a l'air un peu perturbé. Vous parlez pas? C'est du sadomasochisme. Je crois que les gens ont une vision très particulière de ce qui est en train de se passer. Je pense que le latex, ça peut faire un effet bizarre. Comme si tout devait être complètement pervers dans ce qu'on faisait. C'est quoi ça? Ça fait peur, voilà. C'est étonnant qu'il y ait un truc effrayant comme ça qui se passe. Que tout de suite il y ait une projection. Ils ne veulent pas parler apparemment. Que tout de suite il y ait une projection malsaine qui se pose sur ce qui est en train de se passer. Eh, je parie, ils ont un truc comme ça pour nous écouter, la dame là-bas, elle entend. Je me Je sais pas, il fait ça, j'ai rien. Je me dis, peut-être le choix de la place de l'église doit bien jouer. Bah, c'est la pensée au truc de Lady Gaga, je sais, vous a dit. C'est du sadomaso. Alors, Mais ça la va, ça Lady dépend. Gaga, quoi. C'est un peu intéressant. T'as vu, je t'ai dit, ils ont un truc, la meuf, elle entend là-bas. Qu'est-ce que je disais? Mais voilà, je suis pas bête, moi. Les femmes avec son petit et son petit chien. Par contre, moi, j'ai peur qu'elle me pousse. Non, mais voilà, c'est Les enfants, c'est les seuls qui en regardent. Elle a une machine par terre et là, elle est en train de raconter ce qu'on dit. Vraiment Alors intriguant moi je vous conseille sur de ce la qui se première passe. laisse. Parce que ils n'ont pas de projection. Mais là, on entend Coupable, en fait. c'est une vraie. Faut voir les gens qui font ces commentaires, quoi. Elle est en train de dormir, regarde, ses yeux sont fermés. Si tu voyais, Ah, c'est un si tu voyais leur tête, tu comprendrais que le mec qui parle de sadomasochisme, c'est une espèce Non, mais je de vous désir jure, refoulé pourquoi elle a un casque? À ton avis, qu'il a envie de projeter là-dessus. Hein. on peut prendre la photo? Ouais, allez, vas-y, fais-moi, passe mon téléphone. Mais c'est bien que les gens s'arrêtent, ça attire un peu de gens. Ah, je fais juste ça. Oui, c'est vrai que les enfants, c'est les seuls D'ailleurs, voilà, on va rien. qui ont une espèce d'éblouissement, Coco. qui voient plus une lumière qu'une ombre dans ce genre de situation. Attends, Nous par contre, dit que c'est romantique. Ah, parce que c'est un garçon, ça? Non, c'est Ah, revoilà notre collègue bourré. Ouais, je pense qu'il est bien mieux que tout à l'heure. Si, regarde. On a presque plus de succès que Greenpeace. Si, Je sais pas si même les gens qui s'arrêtent pour parler de Greenpeace finalement en finissent par moi, j'ai parler en train de dire qu'ils ont un de truc nous. là et que la dame là-bas, elle entend. Qu'est-ce que Voilà. tu dis? normal. Mais ça se trouve, on va passer dans France 3.
Bon, ça c'est le temps de montrer une caméra. Non, mais c'est une blague là, vous allez éviter vos vides. Ouais, mais si je pense à ma télé, c'est chiant. Maman. Bon courage. C'est drôle, et ça coïncide un peu le fait que des gens se soient arrêtés pour la première fois quasiment, au fait que le soleil va bientôt ressortir de derrière l'immeuble et que la rue commence à être de nouveau un peu habitée de la présence dont elle a été dépossédée tout à l'heure. Alors l'homme contre le mur a toujours la main dans la poche, mais il a arrêté de lire un livre, il fume une cigarette. Le magasin est fermé. Il y a une espèce de fin qui commence à se profiler à l'horizon. Plus personne ne souhaite acheter de pain au chocolat à la boulangerie. Greenpeace ne trouve pas d'interlocuteur. Est-ce que tu me fais un signe là? Je sais pas, tu veux savoir combien de temps il reste, t'as froid? C'est quoi le problème? Tu veux que je continue à parler? C'est ça qui manque? Ben, j'étais en train de réfléchir au fait que, que ce soit les histoires de la Perse ou de la Chine, ça... Quand j'étais à Shanghai, véritablement, et qu'on est parti à Hangzhou, c'est un ticket de bus vient de s'arrêter sur notre terrain d'herbe. Je me rappelle, oui, on est parti à Hangzhou, et ça ressemblait presque à une des villes dont parle Calvino dans son livre sur les villes utopiques, parce qu'il y avait une espèce d'ambiance un peu comme ça merveilleuse et un fonctionnement caché derrière la réalité des choses qui faisait qu'il y avait un enchantement qui se produisait malgré soi. Et c'est en passant devant, je sais pas, on était dans une rue perdue en fait, où on est en train de se balader, on était 4. Et on passe devant cette vitrine où des gens sont en train de chanter à l'intérieur. Alors impossible de savoir ce que c'était comme type de lieu, parce que ça ressemblait pas du tout à un studio d'enregistrement ou une salle de loisirs ou un club quel qu'il soit. Juste simplement, on avait l'impression d'être en face d'un hall où des gens avaient décidé de s'arrêter pour faire de la musique et ils nous ont vus en train de les regarder, ils nous ont fait rentrer à l'intérieur. Et donc il y a une d'entre nous qui a dansé avec eux, j'ai eu le micro pour chanter et il y avait un truc hyper convivial qui se passait, une espèce je sais pas, de moment presque un peu en dehors du monde, de situation pas surréaliste, mais au contraire comme c'est une réalité perdue qu'on aurait retrouvée pendant une petite demi-heure, 30 minutes. Alors je me demande si ça tient un peu de ça, de prendre le risque peut-être de se mettre dans l'espace et de faire des choses d'une manière que les gens considèrent totalement inattendues ou exotiques. Un extrait, que ce soit le sadomasochisme, la peur, alors que tout ce qui tient du terrorisme et de la guerre est d'une banalité qui ne choque plus personne, mais de faire des choses qui sont totalement inoffensives et presque inactives en termes d'effets directs sur les choses, c'est un peu étonnant que ce soit ça qui fasse peur, malgré que forcément ça transforme un peu le monde. Mais je ne sais plus dans quel livre que j'ai lu ça, mais c'est une phrase que j'aime beaucoup, c'est l'hypothèse transforme le monde. En fait, c'est un principe qui veut dire qu'à partir du moment où on pense que quelque chose est possible,
c'est-à-dire que cette chose existe déjà et donc que le monde qui intègre cette hypothèse existe déjà. C'est-à-dire que si on imagine que la Terre est plate, l'hypothèse que la Terre est plate à partir du moment où on émet cette hypothèse. C'est-à-dire qu'elle existe, elle existe comme autant comme une Terre plate comme une Terre sphérique scientifique. Quoi. Je crois que c'est dans un livre de Merleau-Ponty sur la perception du rêve. J'avais lu ça. C'est hyper étonnant en même temps, hyper libérateur comme manière de penser. Je sais pas mais il y a peut-être un moment où il va falloir que j'aille travailler par contre. Tu sais à quelle heure on a commencé? 30. Et puis là, tout s'accélère, les flux s'accélèrent, les gens marchent plus vite. Le soleil commence à disparaître complètement derrière les nuages malgré qu'il ait dépassé le bâtiment. On a notre ami qui se fait passer pour un terroriste quand les gens ne lui donnent pas d'argent, qui passe pour la troisième fois devant nous. Beaucoup plus de jeunes gens, mais du coup tout est beaucoup plus excité, le vent commence à se lever, il fait un peu plus froid qu'au début de l'après-midi. Et comme si une espèce de frénésie commence à s'installer, c'est-à-dire qu'au moment où la journée se termine, pour la plupart des gens, c'est comme si ou un stress se mettait en place. Pas du tout comme si la vie reprenait son cours, plutôt comme si elle se mettait à vibrer ou à saturer. Quoi. C'est comme un son qui sature et qui grésille, une espèce de bruit de mouvement. Dès que la cloche a sonné derrière nous, tout s'est mis à aller plus vite. C'est assez étonnant d'être immobile au milieu. Je crois que notre demandeur, notre quêteur habituel public autour de nous. Quand même lui qui m'a dit, parce que franchement que j'étais étudiant, que de toute que des bombes allaient exploser en Angleterre et en France dans les semaines qui allaient arriver. Que je le vois tous les jours, donc c'est étonnant cette envie de terroriser des gens, alors qu'on peut être capable de prendre juste place à un endroit pendant 1 heure et que quelque chose se passe véritablement au niveau du regard et de l'appréhension que ça suscite. Pour le coup, là, c'est une hypothèse qui transforme le monde, que ce soit celle de ce simulacre de terroriste ou l'hypothèse formulée par le fait tout simplement d'être installé à un endroit pendant longtemps. C'est un peu comme cet artiste turc qui, pendant les manifestations anti-gouvernementales contre, je ne me rappelle plus de son nom parce que les noms étrangers j'ai toujours du mal, déjà que les noms que je connais, je me rappelle 1 fois sur 2. Je ne saurais pas le prononcer, mais c'est un peu ce qui a inspiré ensuite cette espèce de mouvement qu'il y a eu de revendication qui était le Standing Man. C'est-à-dire que c'est le premier, lui il venait sur une place où il y avait des manifestations à peu près tout le temps. Tous les jours, de contre-pouvoir. Et il y avait des pancartes, des gens qui criaient, qui chantaient, et lui est venu, il s'est simplement posté là, sans rien dire, sans bouger, pendant des heures et des heures, puis il venait tous les jours. Et au bout d'un moment, les gens ont commencé à le remarquer et à suivre son exemple, et puis il a été arrêté par la police pour avoir,
troubler l'ordre public et inciter à la rébellion, alors qu'il n'a fait que rester debout à un endroit pendant plusieurs jours. Et c'est ça qui a donné l'idée du standing man, parce que c'était un vrai geste de revendication, mais lui-même ne faisait absolument rien. Il se contentait de regarder le bâtiment gouvernemental où il y avait la photo de ce dirigeant qui évitait. Je crois que c'était un artiste. Et après ça a été repris dans plein de luttes. C'est étonnant comme on peut plus blesser les gens par l'immobilité que par l'action. Là, on tombe. En fait, plus la journée passe, plus la population se rapproche de son origine. C'est-à-dire que là, la plupart des gens qui passent sont passés d'abord au début, on avait plutôt des gens qui avaient la cinquantaine, puis la trentaine, jeunes actifs, on va dire. Puis des lycéens, et alors là on est plutôt au collège, c'est-à-dire que je viens de voir passer à peu près 5 groupes de 3-4 personnes qui ne doivent pas dépasser 13 ans. Du coup c'est un peu drôle. Ah, revoilà notre meute de chiens. Mais ils sont plus que 3, c'est un peu dommage. C'était beau tout à l'heure. Moi j'aimerais bien voir autant de chiens. Par contre là il y a un énorme berger allemand qui ne fait pas du tout partie de la meute. Qu'est-ce qu'il est beau. Je vois Victor Givois, cheveux au vent, petite veste de costard.